19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du dimanche 5 avril 2020. Les acteurs de la société civile Moussa Tchangari, Mekol Zodi, Halidou Moukela, Moudi Moussa et Habibou Soumela, ainsi que le président du syndicat des commerçants importateurs, exportateurs et grossistes El Haji Sani Shekaro vont passer leur 17e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Tillabéri et Niamey. Ils ont été interpellés à la suite d'une manifestation pacifique contre la gouvernance du régime en place prévue pour le 15 mars dernier. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent pour exiger leur libération. La gestion de la lutte contre le Covid-19 est mal faite au Niger, selon El Haji Ide Germakoy, représentant de l'Afrique francophone à la plateforme africaine de protection sociale APSP. Il demande par ailleurs au gouvernement de gérer le peu de ressources que dispose le Niger pour casser la chaîne de contamination. On l'écoute. Moi, je pense que le Niger n'a pas besoin de courir à gauche, à droite pour chercher des ressources. Nous avons des ressources, mais nous avons des problèmes de nous organiser. Avec le peu de ressources, avant que les gens ne viennent, on doit s'organiser. D'abord, il y a des ressources qui sont quelque part au Niger, il faut aller les chercher et les mettre à profit. Il faut qu'on sensibilise les ministres et même le président de la République et les gens. Les gens viennent, ils parlent, il n'y a pas de bavard. Alors que les gens sont des modèles. Quand un ministre parle, les gens s'imitent à lui. C'est le mimétisme. Le ministre vient, il parle Sambadi. Le monsieur qui est derrière le président Sambadi. Ça, de qui on se moque. Il faudra qu'on se respecte. Et la façon dont les gens sont en train de vouloir s'adresser. Déjà, on est meurtri. La maladie aujourd'hui nous a déboussolés et les gens ont un comportement assez bizarre. Il faut que ça cesse. On doit nous respecter, nous ne sommes pas des détails. Maintenant, dans le cadre d'intervention de la lutte, il y a des aspects institutionnels. Il y a des aspects juridiques. Tout à l'heure, je vous parlais des décrets, d'urgence. Mais il faut expliquer aux gens. Et il faudra nécessairement que vous, là, la presse, vous expliquez aux gens. Et vous expliquez même aux décideurs. Parce que la façon dont ils sont en train de se comporter, de communiquer, ce n'est pas comme ça, la communication. Donc il faut que les gens fassent beaucoup attention. L'aspect organisationnel de la lutte, aujourd'hui, c'est les mêmes gens qui décident, c'est les mêmes gens qui exécutent, c'est les gens qui contrôlent. Mais où est la redevabilité? Où est la responsabilité? Il faut séparer. Aujourd'hui, la gestion de la lutte est presque une affaire cellule à la présidence, cellule à la prémature, cellule au ministère de la Santé, cellule du gouvernement. Il faut que ça arrête pour organiser cette lutte-là. Et la gestion relationnelle là, pose le problème. Au niveau de la présidence, il y a une cellule. Au niveau de la prémature, il y a une cellule. Au niveau du ministère de la Santé, il y a une coordination. On ne rend compte à personne. L'argent là, que ce soit l'argent que les gens donnent ou l'argent, c'est les ressources de l'État. On ne doit pas les utiliser comme ça. On va expliquer aux gens cet argent, qu'est-ce qu'on fait avec. On a aujourd'hui combien de jours ou combien de semaines la lutte. Pourquoi on ne fait pas le bilan? En commençant par le président de la République. Toujours dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, le ministère de l'Intérieur a signé un arrêté interdisant tout rassemblement de quelque nature que ce soit. Une mesure, selon l'acteur de la société civile Noufou Arzika, est non opérationnelle car elle ne sera pas respectée au vu de la promiscuité dans laquelle vivent les Nigériens. On l'écoute. Nous avons été surpris de constater une telle rédaction de l'arrêté qui est manifestement en contradiction avec peut-être ce qu'ils pensent. Parce que dans tous les cas, tel que rédigé, tel que formulé, c'est proprement impossible, inacceptable. Dans un pays où vous n'avez pas décidé formellement de dire que vous fermez les commerces, qu'il s'agisse des marchés ou les grandes surfaces,
où les gens peuvent se retrouver rassemblés en train de faire leur activité commerciale entre les marchands et les acheteurs. Et vous avez aussi autorisé que le transport en commun se fasse dans le reste du pays en dehors de la ville de Niamey, et où vous avez prévu vous-même dans votre arrêté, toujours du même gouvernement à travers d'autres ministres, où on peut avoir des bus qui peuvent prendre jusqu'à 35 personnes. Donc, et les endroits où les gens vont prendre ces bus, forcément il y aura un rassemblement d'une certaine nature. Ensuite, d'autres événements sociaux sont là pour constater aussi d'autres types de rassemblements d'une autre nature. Sans compter que, aussi curieux que cela puisse paraître, les mesures qu'on a prises dans le cadre de la mise en œuvre de l'état d'urgence édicté par le président de la République, à travers particulièrement la mesure de couvre-feu, qui est une sorte de semi-confinement de 19h à 6h du matin. Mais beaucoup de nos compatriotes ici au Niger, à la différence d'autres pays, en France ou dans d'autres pays où les gens, les familles, c'est 1-2 personnes, à la limite, parfois la personne est seule. Nous, ici, quand vous retournez les gens en famille, c'est là-bas où vous allez créer les conditions de rassemblement d'une autre nature, avec la promiscuité même. Parce qu'il y a des familles, c'est des séries de célibataires, où si tout le monde est revenu dans la maison, c'est une quinzaine de célibataires dans la même maison, dans la même concession, et c'est en même temps une grande concession avec plusieurs familles, plusieurs personnes, et vous pouvez banalement vous retrouver avec 30, 40, 50 personnes dans une même concession. Donc ça aussi c'est un rassemblement d'une autre nature. C'est ça notre réalité à nous, qui doit normalement amener nos autorités à faire attention lorsqu'elles doivent chercher à miner les décisions qui sont prises ailleurs, dans d'autres pays qui ont d'autres réalités. Donc maintenant, lui, le ministre, il vient comme ça, là, il dit, il prend une mesure pour dire que tout rassemblement de quelque nature que ce soit est interdit sur l'ensemble du territoire national. Et sans aucun aménagement en termes de prise en compte de certaines spécificités. Rendez-vous en partie magazine pour suivre l'intégralité de cet entretien. Changeons à présent de registre. L'handicap n'est pas une fatalité, a-t-on coutume de dire. Cet attache est un jeune handicapé locomoteur de la capitale en fait sien. Malgré la perte de l'usage de ses membres inférieurs, un jeune handicapé locomoteur du quartier Goudal dans le premier arrondissement se bat avec vaillance pour joindre les deux bouts. Allons à sa découverte dans ce reportage signé la rédaction de la Vallée. Âgé de 41 ans, marié à 2 femmes et père de 3 enfants, M. Ousmane Ahmed alias Nyandou est un handicapé qui pratique le métier artistique dans son propre atelier au quartier Goudel. Il a suivi sa formation de 3 ans à l'ONG Caritas Niger. On va faire les filets, les ballons de foot, les ballons de volley, les ballons de handball et certains matériels sportifs. Beaucoup les gens connaissent ONG Caritas Niger, qui nous a aidés pour prix certains travail que vous connaissez. 3 ans. J'ai fait mon formation à 3 ans et on m'a orienté El Nasser, face Royal El Maroc. J'ai marié, j'ai 2 femmes et mes enfants. Combien d'enfants? Bon, j'ai 3 enfants. Et tous mes enfants, ils ont allé à l'école. Et j'ai ma propre maison que je loge. Donc, vraiment, cette métier-là, elle m'a beaucoup aidé. Il lance un appel à l'endroit de ses frères handicapés de lui emboîter le pas, car seul le travail paye. Les frères handicapés, ils n'ont qu'à baiser les mendiants. Vraiment, on ne veut pas la mendiant. Parce qu'au Niger, que nous sommes, dès que les personnes ont trouvé une situation d'handicap,
Et il faut aller les mendier. Vraiment, ce n'est pas les handicapés seulement qui vont les faire mendier. Ils n'ont qu'à venir, on a fait main dans la main pour travailler. Et pour l'autorité, vraiment, ils n'ont qu'à voir notre travail. Malgré son handicap, Ousmane se bat pour lutter contre la pauvreté et le manque d'emploi. Avec lui, l'adage « l'handicap n'est pas une fatalité » prend tout son sens. Allons cette fois-ci à la découverte d'un artiste en herbe. Il s'agit du jeune dessinateur Ahmed Gissa, un jeune et talentueux dessinateur rencontré pour vous par l'artiste Maison Abdrazak Léo. Du papier, un crayon et le jeune Ahmed Gissa vous donnent de l'art. Du haut de ses 22 ans, ce jeune dessinateur nigérien originaire d'Abalak, Tawa, fait montre de toute l'étendue de son talent. Très adroit et habile de ses mains, il arrive à concilier art et études avec brio. Néanmoins, Ahmed lance un cri de cœur. Je vais vraiment d'intégrer une école d'art. Malheureusement, ici au Niger, nous n'en avons pas. Il faut à l'extérieur. Ce que je vais pour aller loin dans ce sens et suivre ma passion. Je pense que je peux aller loin dans ce sens. Beaucoup sont passés sous ses crayons, des artistes chanteurs, des politiciens, des hommes célèbres ou des amis. Le jeune Ahmed Gissa, talentueux jusqu'au bout des doigts, montre une fois de plus, si besoin est, que le Niger regorge d'incroyables talents. Voilà, comme annoncé, place à présent à la partie magazine Nouveau-Arzika fait une analyse par rapport à l'arrêté du ministère de l'Intérieur interdisant tout rassemblement de quelque nature que ce soit. Très bonne réception à vous. Nous avons pris connaissance de l'arrêté du ministre de l'Intérieur qui interdit systématiquement tout rassemblement de quelque nature que ce soit sur l'ensemble du territoire national. Là, nous avons été surpris de constater une telle rédaction de l'arrêté qui est manifestement en contradiction avec peut-être ce qu'il pense. Parce que dans tous les cas, tel que rédigé, tel que formulé, c'est proprement impossible, inacceptable. Dans un pays où vous n'avez pas décidé formellement de dire que vous fermez les commerces, qu'il s'agisse des marchés ou les grandes surfaces, où les gens peuvent se retrouver rassemblés en train de faire leur activité commerciale entre les marchands et les acheteurs. Et vous avez aussi autorisé que le transport en commun se fasse dans le reste du pays en dehors de la ville de Niamey, et où vous avez prévu vous-même dans votre arrêté, toujours du même gouvernement à travers d'autres ministres, où on peut avoir des bus qui peuvent prendre jusqu'à 35 personnes. Donc, et les endroits où les gens vont prendre ces bus, forcément il y aura rassemblement d'une certaine nature. Ensuite, d'autres événements sociaux sont là pour constater aussi d'autres types de rassemblements d'une autre nature. Sans compter que, aussi curieux que cela puisse paraître, les mesures qu'on a prises dans le cadre de la mise en œuvre de l'état d'urgence édicté par le président de la République, à travers particulièrement la mesure de couvre-feu, qui est une sorte de semi-confinement de 19h à 6h du matin. Mais beaucoup de nos compatriotes ici au Niger, à la différence d'autres pays, en France ou dans d'autres pays où les gens, les familles, c'est 1-2 personnes, à la limite, parfois la personne est seule. Nous, ici, quand vous retournez les gens en famille,
c'est là-bas où vous allez créer les conditions de rassemblement d'une autre nature, avec la promiscuité même. Parce qu'il y a des familles, c'est des séries de célibataires, où si tout le monde est revenu dans la maison, c'est une quinzaine de célibataires dans la même maison, dans la même concession, et c'est en même temps une grande concession avec plusieurs familles, plusieurs personnes, et vous pouvez banalement vous retrouver avec 30, 40, 50 personnes dans une même concession. Donc ça aussi, c'est un rassemblement d'une autre nature. C'est ça notre réalité à nous, qui doit normalement amener nos autorités à faire attention lorsqu'elles doivent chercher à mimer les décisions qui sont prises ailleurs, dans d'autres pays qui ont d'autres réalités. Entre un pays où vous avez la personne, elle est solitaire, elle a à peine sa femme et un enfant, ou elle est seule avec un chien ou un chat, et quand vous lui dites maintenant d'être confinée, elle ne va pas être... Et il n'y a pas de promiscuité, il n'y a pas de problème. Parce que quand elle est dehors, il y a justement tout ce qu'on a comme rassemblement dans les rues, en Europe et partout. Mais ici, chez nous, quand vous demandez aux gens de retourner à la maison, c'est en ce moment-là que vous créez les conditions de la promiscuité de longue durée. Parce que dans beaucoup de ces familles-là, qui ont beaucoup de gens, bon, évidemment, il y en a qui viennent même à la maison vers minuit pour essayer à peine de faire 2 heures, 3 heures de temps de sommeil. Après, ils disparaissent. Et donc, la promiscuité est moins comment on appelle ça, moins prégnante. Mais là, quand vous imposez aux gens de retourner à la maison à partir de 19 heures jusqu'à 6 heures du matin, tout le monde quitte, il va à la maison. Donc, promenez vos micros, vous avez votre caméra, allez-y dans les maisons là où vous avez des célibataires, où il y a 4, 5, 10, 15 célibataires dans une même maison. Regardez comment les gens, en revenant tout le monde à la maison, comment la maison se retrouve à partir de 19h. C'est un rassemblement, et même qui est même plus dangereux, parce que là c'est dans un esprit de famille qu'on se retrouve. C'est ça la question. Donc maintenant lui, le ministre, il vient comme ça là, il dit, il prend une mesure pour dire que tout rassemblement de quelque nature que ce soit est interdit sur l'ensemble du territoire national. Et sans aucun aménagement en termes de prise en compte de certaines spécificités. Mais le rassemblement, la réunion du Conseil des ministres, c'est un rassemblement, non? La réunion de l'Assemblée, c'est un rassemblement, non? La réunion des autres institutions, c'est un rassemblement, non? Le fonctionnement qui est maintenu de certaines institutions, certains services, c'est un rassemblement, non? Mais alors, donc, quand il dit comme ça, et que sur le terrain, sur le plan pratique, la chose est réellement inopérante, donc moi, ça me fait sourire. Ça me mène à m'interroger sur la lucidité de ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Et leur haine maladive, leur méchanceté, leur volonté de nuire est plus prégnante que la lucidité qui devait gouverner par le sang-froid qu'il faut pour un dirigeant pour prendre des décisions organisées, ordonnées, responsables, qui ne vont pas prêter à caution, qui ne vont pas être ridicules aux yeux de l'opinion. Parce que quand vous prenez quelque chose qui n'est pas opérationnel, ou manifestement, même vous ne pouvez pas le respecter. Mais ça veut dire que vous êtes ridicule. Mais comme au Niger, le ridicule ne tue pas, voilà pourquoi les gens font des choses ridicules. C'est bien facile, dans la haine qu'on a, de vouloir... C'est comme la décision que le ministère de la Justice a prise pour décider que les prisonniers ne vont pas avoir droit à visite pendant 3 mois. Comme ça. Quelqu'un qui est en prison, qui a des amis, des parents, autres, qui est là-bas, qui n'attend que leur visite régulière pour essayer de le soulager par rapport à la situation qu'ils vivent, on dit non, non, il n'y a plus de visite. Est-ce que ça c'est une mesure réfléchie? Est-ce que c'est une mesure lucide? Est-ce que c'est une mesure normale dans un état de droit? Dans un état de droit qui doit garantir la dignité. Il faut lire dans le préambule de la Constitution. Nous avons dit, notre volonté au Niger, c'est de bâtir un état de droit garantissant l'exercice des droits collectifs et individuels, la liberté, la justice, la sûreté, la dignité. La dignité humaine.
doit commander que si on respecte cette dignité, il y a des choses qu'on ne doit pas faire vis-à-vis de certaines personnes, vis-à-vis d'un être humain. Et aujourd'hui, nous voilà avec une situation où, de manière injuste, comme nous l'avons dit, comme l'arrestation abusive de nos camarades sur la base d'un échafaudage de chefs d'accusation fantaisistes. Fantaisistes, je dis bien. Parce qu'ils savent très bien que notre déclaration de manifestation n'a pas fait l'objet de réponse de la mairie. Et ils ont malgré tout décidé de l'empêcher, de l'interdire physiquement, sans prendre la précaution de prendre l'acte légal qui permet de faire l'interdiction, jusqu'à ce qu'ils voient ici, on refuse de les respecter. Ils ne nous ont même pas donné cette chance. Parce que pour eux, on a l'impression que c'est comme si il fallait trouver un prétexte. On était là, tout préparé à chercher un prétexte qui permet de mettre la main sur les gens sur la base d'un échafaudage de chefs d'accusation. Et comme ça, on arrête les gens en croyant que si on le fait, ça va inhiber la lutte sociale, ça va empêcher aux gens de revenir sur les problèmes et qui sont là, qui sont des réalités. Mais est-ce que c'est nous qui sommes responsables de la mauvaise gouvernance? Est-ce que nous sommes responsables de leur malgouvernance? Tout le monde sait ici, l'affaire de la ministère de la Défense, c'est le président et le ministre de la Défense lui-même, eux-mêmes qui ont décidé qu'il faut faire l'inspection. Nous, c'est quand il y a eu l'inspection, c'est eux-mêmes qui ont porté ça à la connaissance de l'opinion. C'est à l'issue de ça qu'on a dit, ah tiens, si c'est arrivé comme ça, donc la manière dont on veut traiter ça, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord qu'on décide qu'il faut aller demander aux gens de venir rembourser seulement et partir. Non. Et qui plus est, on demande aux commerçants de rembourser. Mais les ministres qui sont les gens qui ont trahi la nation, qui ont abusé de la confiance à eux placée, qui ont abusé de la mission qu'on leur a confiée, qui ont décidé de faire ce maja-maja là, en utilisant ces commerçants pour être dans la position de se faire de l'argent indu. Parce que c'est eux qui ont signé les papiers. Ce n'est pas un commerçant qui se donne le marché. Ce n'est pas lui qui signe les papiers. Donc, et s'il devient complice, on les gère tous. C'est notre objectif. Il faut que tous ces gens-là payent pour leur niveau de responsabilité, chacun à ce qui le concerne. Mais on ne peut pas dire que parce que nous disons de faire justice, on dit non, c'est nous qui sommes gênants. On ne doit pas nous laisser, c'est nous qui sommes gênants, c'est parce qu'on les embête, on les empêche de dormir. Non, madame. Voilà pourquoi nous disons que ces genres de mesures qu'ils ont pris, ce sont des mesures qui ne sont pas opérationnelles, qui ne pourront pas être respectées même par eux-mêmes, à plus forte raison par quelqu'un. Parce que et tout rassemblement de quelque nature que ce soit, ça veut dire beaucoup de choses. Parce qu'un rassemblement commence à partir de 2 personnes. C'est comme une association. On dit une association, c'est 2 ou plusieurs personnes. C'est ça. Dès que vous êtes au-delà à partir de 2 personnes, c'est un rassemblement. Parce que ça crée une association. Ça donne un esprit d'association. Et aujourd'hui, voilà, les marchés sont ouverts. Les commerces sont ouverts. Les bus sont autorisés à circuler sur le reste du territoire national. Et on dit qu'on a pris une telle mesure pour qu'elle soit appliquée par qui et à qui. Voilà la situation. Donc c'est pour ça que nous disons, nous saisissons l'occasion que vous nous donnez de cette interview pour revenir sur ce qui constitue la vraie réalité de notre gouvernance dans ce pays-là. Nous sommes en train de faire une gouvernance du kame-kame. Une gouvernance intéressée et maquillée. Une gouvernance de règlement de compte. Une gouvernance où les vrais coupables, les vrais fautifs ne sont pas inquiétés, mais ceux qui les dénoncent, c'est eux qu'on inquiète. Ceux qui doivent être en prison, ce n'est pas nos camarades, ce n'est pas nous. Ce sont ceux-là qui ont posé des actes aussi ignobles que ceux qu'ils ont été amenés à poser. Et au regard surtout des conséquences gravissimes que ces actes-là ont induit. Parce que le fait de n'avoir pas utilisé l'argent mis à leur disposition pour acquérir des matériels qu'il faut et mettre les forces de défense et de sécurité en condition morale et physique de faire le travail de défense, et ça a provoqué les attaques de nos compagnies et entraîné des morts. Donc on peut considérer que ces actes-là sont des actes gravissimes et qui méritent des sanctions à la hauteur de ce que représente le mal
subies par notre peuple. Et je profite de l'occasion pour relancer un appel pressant à l'endroit de tout le monde, pour que les uns et les autres sachent que c'est de notre résolution, de notre détermination, de notre engagement, de notre stoïcité que dépend l'avenir démocratique de notre pays, que dépend la protection de notre cadre démocratique et de notre République, et que la justice va pouvoir se faire pour que les coupables soient effectivement ceux qui sont châtiés et non ceux qui dénoncent les coupables. Je pense que si nous ne prenons pas conscience de ça et nous allons nous laisser divertir par des considérations autres, nous allons courir le risque de perdre l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est tomber dans la panique, dans la peur, et où les gens vont finir par se cacher, se mettre dans un coin et uniquement se mettre à utiliser des réseaux sociaux en cachette pour faire des trucs qui bon, ils s'en foutent. Même lorsque tu les fais ça vis-à-vis, gaba de gaba, comme on dit, ça n'a pas de résultat en tant que tel. À plus forte raison, quand tu te caches dans un coin pour faire des petits trucs, ils s'en foutent de ça. Ils s'en foutent de ça, ces gens-là. Ils sont insensibles. Donc, il faut se donner les moyens de repenser l'approche qui va être frontale vis-à-vis d'eux. Il faut effectivement qu'ils soient dans la situation de sentir que réellement c'est eux qui sont en faute et non nous. Et nous devons être capables de les inquiéter en les dénonçant matin et soir. De façon physique, qu'ils sachent, même si on les rencontre en ville, on les dénonce. Gaba de gaba. Si on a l'occasion de parler dans une télé, dans une radio, la même chose. Pour que tout le monde sache que c'est eux les faux types, c'est pas nous. C'est eux qui sont les criminels, c'est pas nous. C'est eux qui ont commis leurs fautes, c'est pas nous. Et même cette affaire de l'incendie de Tagabati, tout le monde sait que c'est eux. C'est eux qui ont donné l'ordre à la police de venir et faire ce qu'elle a fait, non? C'est eux qui ont sorti la police pour que la police utilise son gaz lacrymogène et le gaz lacrymogène en le jetant et il puisse donner lieu à cet incendie peut-être involontaire et qui a conduit aux morts d'hommes et tout le reste. Et il faut bien que, comme nous l'avons dit, qu'une enquête indépendante puisse se faire et qu'on puisse situer la responsabilité des uns et des autres et que pour cela, il faut que le ministre et toute sa suite puissent être mis de côté de manière à ce que l'enquête puisse être réellement indépendante et qu'on puisse être dans la position de savoir la vraie vérité de ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça que, au terme de tout ça, je me permets de profiter de l'occasion pour faire une prière, en souhaitant que Dieu, dans son infinie bonté, puisse protéger notre pays de cette maladie grave, qui est une maladie effectivement dangereuse. Au regard de tous les échos qui nous parviennent de partout dans le monde, nous sommes obligés, au regard de notre réalité, d'être davantage plus inquiets. Parce que les formules qu'eux, ils cherchent à mettre en œuvre là-bas, chez nous, quand on met ces formules en avant, ces formules-là encore peuvent se révéler plus graves. J'ai donné l'exemple du confinement. Quand vous confinez, quand vous faites le confinement ici au Niger, en Afrique, la situation peut se révéler plus grave que quand vous laissez les gens libres. Les gens vont aller se mettre à se débrouiller, chacun va se débrouiller et se cacher là où il peut se cacher. Mais quand vous confinez les gens dans les maisons, des familles nombreuses, et avec des poids lourds en famille, et le risque est grand que quand chacun revenant de là où il est, on se concentre comme ça là, à partir de 19h, qu'on se retrouve dans une situation de promiscuité qui peut favoriser et faciliter le développement de la contagion. Je considère que nous devons réfléchir ensemble pour voir les mesures qui peuvent s'adapter à notre réalité. Notre réalité est différente de la réalité en France. Elle est différente de la réalité dans d'autres pays. En réfléchissant ici ensemble, on peut trouver. Et regardez aujourd'hui la formule que les gens ont trouvée de vouloir interdire d'aller à la mosquée. Considérer que la mosquée est plus dangereuse que le marché. Vous savez que ça pour moi, hein, je trouve que c'est des mesures qui prêtent à caution. En empêchant aux gens d'aller prier, alors que quand on est en communion avec Dieu, on a plus de chances d'avoir facilement la décision de Dieu qui peut absoudre, parce que Dieu peut agir kun fayakun. Kun fayakun, Dieu peut agir, il peut honorer la prière des gens.
Mais quand vous décidez de dire que les gens ne peuvent pas, parce qu'ailleurs on a fait, vous allez dire ici aussi il faut qu'on fasse la même chose. Pourquoi? Est-ce qu'on a les mêmes réalités? Et on fait combien de minutes dans une mosquée comparé à temps qu'on met quand on est dans un marché? Mais comme les gens sont venus, ils ont décidé que bon, ils ont manipulé des choses pour dire que bon, c'est les marabouts qui ont dit de prendre la décision. Donc, hélas, Dieu connaît la réalité des cœurs de chacun. Et nous considérons que dans la protection de l'islam, dans la protection de sa religion, Dieu, il est le seul maître à bord. Donc nous considérons que ceux qui ont décidé de nous empêcher d'aller prier en congrégation pour que nous puissions bénéficier de l'avantage de la congrégation, surtout les prières de vendredi, alors dans tous les cas c'est sur leur tête. Ils assument ça et nous, c'est comme si nous avons prié. Et s'il y a des conséquences, c'est eux qui vont en assumer, c'est pas nous. Donc, on ne va pas refuser de respecter les mesures qui sont édictées par ceux qui ont les prérogatives de les édicter et de les mettre en œuvre. Mais s'ils prennent des mesures qui ne sont pas opérationnelles, nous sommes obligés de les dénoncer et de dire que ce sont des mesures inopérantes. Et c'est pour ça, nous considérons que Dieu qui connaît le cœur de chacun, qui connaît ce qu'il y a dans le cœur des gens et dans leurs intentions, qu'ils puissent juger entre ce qu'ils ont posé comme acte et les actes qu'ils ont posés. Et nous, en ce qui nous concerne, nous invitons tout le monde à être dans la situation de continuer à se confier à Dieu, à prier pour que Dieu, dans son infinie bonté, nous fasse grâce de sa miséricorde pour que cette maladie-là fasse moins de casse dans notre pays et au-delà, pour que l'humanité ne puisse pas être aujourd'hui victime de certaines perversions de certaines gens. Parce que tout celui qui a une lecture lucide de ce qui se passe, c'est que c'est une punition que Dieu nous fait subir. Tous ceux qui se rappellent de l'histoire de Lot, que ce soit dans la Bible ou dans le Coran, ils savent que certaines pratiques graves et gravissimes qui sont en train de se développer aujourd'hui dans notre monde, où jusqu'aux Nations Unies, on décide d'imposer le mariage pour tous. Imposer le mariage pour tous, imposer les mariages de, je ne sais pas, hommes et femmes, et que nous soyons dans la position de vivre la situation de Sodome et Gomorrhe. C'est normal que Dieu nous punisse avec ce genre de choses infimes qu'on ne voit même pas, mais qui sont en train de nous paniquer et de nous créer la situation que nous sommes en train de vivre. Que Dieu protège toutes les personnes de bonne foi, toutes les personnes de bonne volonté, et que Dieu protège notre peuple et notre pays.